Attention, ces histoires peuvent être choquantes et sont réservées à un public averti. Il y a environ 35 ans, mon oncle était détective dans une grande ville. À l'époque, il travaillait sur une enquête particulièrement étrange, une série de cambriolages dans des immeubles d'habitation, tous dans le même quartier. Les propriétaires et locataires rapportaient des vols mystérieux, mais ce qui intriguait le plus, c'était que dans plusieurs cas, il n'y avait aucune trace d'effraction. Des objets disparaissaient, des provisions semblaient grignoter, mais personne n'avait vu ou entendu quoi que ce soit. Après plusieurs jours de recherche et d'interrogatoire, mon oncle a découvert un indice étrange. Lors d'une inspection dans un immeuble cible, il a remarqué une zone de la fondation qui semblait légèrement effondrée, presque comme si quelqu'un avait creusé là. Avec une équipe, il a décidé de fouiller cet espace mort entre les piliers porteurs, sous l'immeuble. Ce qu'ils ont découvert était surréaliste, un trou, soigneusement creusé dans la terre, menant à une sorte de cachette souterraine. Là, niché dans cet espace étroit et sombre, ils ont trouvé un toxicomane. Il avait transformé cet endroit en une espèce de tanière, un véritable nid construit avec des journaux froissés, des vêtements usés et des déchets qu'il avait probablement récupérés dans les poubelles. Mon oncle a comparé la scène à quelque chose tiré d'un film d'horreur ou d'un épisode de X-Files. L'homme était dans un état misérable, maigre, avec des yeux fous, et couvert de saleté. Mais ce qui était le plus frappant, c'était son comportement. Quand 2 policiers sont descendus pour tenter de le sortir de là, l'homme est devenu comme une bête sauvage. Il s'est mis à crier et à mordre tout ce qui était à sa portée. Mais ce n'était que le début. Dans un geste de pure folie, probablement exacerbé par son addiction et son état mental instable, il a commencé à mordre ses propres doigts. Il les mordait si fort qu'il les sectionnait, puis les crachait sur les policiers. Mon oncle, horrifié, m'a décrit ce moment des années plus tard, en disant que le bruit était similaire à celui d'une carotte froide qu'on croque. Une image qui le hantait encore longtemps après. Après plusieurs minutes de lutte acharnée, ils ont réussi à le tirer hors de son trou. Mais la situation n'était pas terminée. Une fois à l'air libre, l'homme, sous l'effet des drogues, semblait posséder une force surhumaine. Il s'est libéré des mains des agents et a commencé à grimper les escaliers de l'immeuble, hurlant comme un animal. Les policiers ont tenté de le maîtriser, mais il était comme une tornade. À un moment, il a attrapé un des agents et l'a littéralement jeté par-dessus la rambarde d'un escalier. Mon oncle, qui tentait de venir en aide à son collègue, n'a pas échappé à la fureur de l'homme. Lui aussi a été projeté au sol depuis plusieurs marches. Finalement, il a fallu l'intervention de plusieurs autres agents pour neutraliser l'homme. Ils ont dû le plaquer au sol et le menotter, mais pas avant que plusieurs d'entre eux aient subi des blessures importantes. Pour mon oncle, cette nuit restera à jamais gravée dans sa mémoire. La chute lui a causé des blessures graves à la colonne vertébrale et à l'épaule, des blessures si sérieuses qu'il n'a jamais pu reprendre son travail. Il a été placé en invalidité permanente et a dû quitter une carrière qu'il aimait profondément. Les autorités ont découvert plus tard que cet homme vivait dans cet espace souterrain depuis plusieurs mois. Il entrait et sortait en creusant des tunnels et volait ce dont il avait besoin pour survivre. C'était un mélange de désespoir, de folie et de violence brute qui, malheureusement, a laissé des cicatrices physiques et émotionnelles à ceux qui l'ont affronté. Mon oncle disait souvent que cette affaire lui avait ouvert les yeux sur les horreurs de l'addiction et de la pauvreté, mais aussi sur les dangers imprévisibles de son métier. C'est arrivé à mon frère, et même si je n'étais pas directement impliqué, son récit me donne encore des frissons. Voici une version plus complète de cette histoire qui, franchement, aurait sa place dans un thriller. Une femme vivant dans un immeuble résidentiel, connue pour souffrir de schizophrénie, a contacté les autorités pour signaler quelque chose d'étrange. Elle affirmait qu'elle était surveillée par des fantômes dans l'ancien funérarium abandonné situé à côté de son bâtiment. Pour la plupart des gens, cela ressemblait à une manifestation classique de sa maladie. Ses voisins et même les autorités locales n'ont pas pris ses dires au sérieux au départ. Mais mon frère, policier à l'époque, a décidé de mener une enquête sur place, même si ça ne semblait pas être une affaire urgente. En arrivant au funérarium,
il a immédiatement ressenti une atmosphère étrange. Les lieux étaient sombres, poussiéreux, et le silence pesant semblait amplifié par l'histoire que lui avait racontée la femme. La bâtisse, abandonnée depuis des années, semblait n'être qu'un vestige oublié, envahi par la végétation et les détritus. Rien de très inhabituel jusque-là. Cependant, en explorant les lieux, mon frère a fait une découverte troublante. Dans une pièce à l'arrière du bâtiment, il a trouvé plusieurs carnets éparpillés. Ces cahiers rudimentaires contenaient des notes détaillées sur les résidents de l'immeuble voisin, leurs noms, descriptions, horaires d'arrivée et de départ, et même des observations sur leurs habitudes quotidiennes. Certains des écrits étaient maladroits, avec des ratures et des griffonnages frénétiques, mais il était clair que quelqu'un avait surveillé les habitants de près pendant un certain temps. En lisant ces notes, il est rapidement apparu que l'auteur des carnets connaissait bien les routines des résidents. Les informations semblaient suffisamment précises pour planifier quelque chose. Mon frère en a conclu que cette personne avait probablement utilisé le funérarium comme un point de vue discret pour observer les habitants sans être vu. Ce qui rend l'histoire encore plus glaçante, c'est qu'il n'y avait aucune trace de la personne en question. Pas d'effet personnel, pas d'équipement, rien qui permette de l'identifier. Mon frère pense qu'ils ont peut-être été dérangés ou qu'ils ont ressenti qu'ils allaient être découverts, car certains des carnets avaient été laissés derrière, mais d'autres étaient manquants. Cela suggère que cette personne a quitté les lieux précipitamment, emportant une partie de son matériel. Quant à leurs intentions, c'est la grande question. Mon frère a émis l'hypothèse qu'il s'agissait peut-être d'un cambrioleur planifiant ses cibles ou, pire encore, d'un prédateur ayant des projets sinistres. Les informations collectées auraient pu servir à identifier les habitants les plus vulnérables ou à déterminer le moment idéal pour agir. Ce qui est encore plus troublant, c'est de savoir que la femme schizophrène avait en partie raison. Elle n'était pas observée par des fantômes, mais bel et bien par une personne réelle, qui avait des intentions manifestement suspectes. Cela montre à quel point ces craintes, bien que perçues comme des délires, étaient fondées sur une réalité sinistre. L'histoire n'a jamais vraiment eu de conclusion. La police n'a jamais retrouvé la personne à l'origine des carnets, et aucune activité criminelle directe n'a pu être reliée à cette surveillance. C'était il y a plusieurs années, quand j'étais encore en patrouille. Je suis détective aujourd'hui, mais cette affaire reste gravée dans ma mémoire. On nous a appelés pour vérifier l'état de santé d'un homme que son voisin n'avait pas vu depuis des années. Pourquoi il avait attendu si longtemps pour signaler son absence? Mystère. Mais c'était une zone rurale reculée, où les gens sont parfois moins prompts à intervenir. Quand nous sommes arrivés sur place, la maison avait tout d'un mauvais présage. Les fenêtres étaient noircies par la moisissure et couvertes de mouches. Sa voiture était garée dans le garage, et rien n'indiquait une entrée par effraction. Nous avons enfoncé la porte et découvert la scène. L'homme était allongé dans sa salle à manger, enroulé dans un cordon de téléphone, à côté d'une chaise renversée. Son corps était dans un état de décomposition avancée, partiellement momifié, partiellement fondu dans la moquette. Il était à peine reconnaissable en tant qu'être humain, si ce n'était par la forme de son corps et les vêtements qu'il portait. L'odeur était indescriptible, un mélange de chair en décomposition, d'eau stagnante provenant du sous-sol inondé par des canalisations éclatées, et des mouches mortes qui jonchaient le sol. Les murs et le plafond étaient couverts de moisissures, mais malgré cela, la maison elle-même était étrangement bien entretenue. 2 sacs de courses, soigneusement rangés, se trouvaient encore sur le sol de la cuisine. Tout semblait à sa place, comme si le temps s'était arrêté brutalement. Nous n'avions aucun témoin. Il était en froid avec sa famille et vivait seul. Il y avait des signes qu'il avait un chat, mais aucune trace de l'animal. Peut-être avait-il fui ou peut-être autre chose, mais nous n'avons jamais pu le confirmer. D'après ses dossiers médicaux, il souffrait d'un problème cardiaque. Ma théorie? Il a probablement eu une crise cardiaque et tenté d'appeler les secours. Le cordon téléphonique autour de lui et la chaise renversée suggèrent qu'il a perdu l'équilibre avant de pouvoir composer un numéro. Il est mort là, seul, sans que personne ne s'en aperçoive. Ce qui rend cette histoire encore plus troublante, c'est la boîte aux lettres. Elle débordait de factures impayées et d'avis de coupure pour ses services.
La dernière lettre datait de seulement 2 mois avant qu'on ne le trouve. Pourtant, il a fallu des années pour que quelqu'un décide de signaler son absence. Il y a des moments dans ce métier où l'indifférence humaine est encore plus effrayante que la mort elle-même. L'été dernier, un résident de notre immeuble a contacté notre bureau de location parce qu'il n'avait pas entendu sa voisine du dessus depuis un moment et avait remarqué que ses poubelles n'avaient pas été sorties. Intrigué, je suis allé frapper à sa porte. J'entendais la télévision en marche à l'intérieur, mais personne ne répondait à mes coups. Quand j'ai essayé d'ouvrir la porte, une chaîne la maintenait partiellement fermée, et l'odeur qui s'échappait m'a frappé de plein fouet. J'ai immédiatement fait demi-tour et dit à mon responsable, « Son corps est là ». Il ne m'a pas cru, alors nous avons appelé la police. Dès qu'un agent est entré dans l'appartement, il a confirmé d'un ton sec, « Oui, elle est morte ». La pauvre femme était décédée depuis plus de 3 semaines. Le lendemain, je suis retourné dans son appartement pour prendre des photos, et la scène était glaçante. Sur la moquette, on distinguait clairement l'empreinte de son corps, comme une ombre parfaite, presque comme si elle y était encore. Elle était en état de décomposition avancée, proche de la fusion avec le sol. Autour de l'emplacement où elle se trouvait, des traces de sang maculaient les murs, comme si elle avait toussé violemment. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la position de son bras. L'ombre sur le tapis montrait qu'elle semblait avoir tenté d'atteindre un téléphone, probablement dans un dernier effort pour appeler à l'aide. 2 choses m'ont particulièrement attristé et mis en colère. La fille qu'on n'a jamais vue. Le facteur nous a confié qu'il avait aperçu sa fille autour de la résidence. D'après lui, elle devait avoir entre 16 et 18 ans. Nous ignorions complètement qu'elle vivait avec sa mère, donc nous n'avons pas pu en informer la police. Nous nous sommes demandé pourquoi elle avait quitté l'appartement ou pourquoi elle n'avait pas essayé de contacter sa mère. Cela reste un mystère troublant. L'échec de son programme d'aide. La femme bénéficiait d'un programme de logement supervisé, où des travailleurs sociaux sont censés vérifier régulièrement leur état. Nous avons demandé pourquoi personne n'était venu, et on nous a répondu qu'une visite avait été tentée, mais sans réponse à la porte. Pourtant, devant son appartement, il y avait des colis et des avis qui dataient de plus de 2 semaines. Tout laissait à penser que le travailleur social avait menti et n'avait pas fait son travail correctement. Cette expérience m'a rappelé de manière brutale à quel point certaines personnes peuvent passer inaperçues, même entourées de programmes censés les protéger. Les négligences humaines, qu'elles soient volontaires ou accidentelles, peuvent avoir des conséquences tragiques. Cette femme méritait mieux. Cela s'est passé quand j'étais encore un jeune policier en patrouille, bien avant de devenir détective. Je travaillais de nuit dans un quartier avec un taux élevé de criminalité violente. Cette nuit-là, on nous a appelés pour intervenir dans une dispute dans un bar. Mais ce n'était pas n'importe quel bar, nous l'appelions entre collègues la cantina de Star Wars à cause des scènes chaotiques qui s'y produisaient sans arrêt. Ce même bar avait déjà été le théâtre de choses atroces. Peu de temps après cet événement, nous y avions interrompu un viol en cours dans une ruelle en terre derrière l'établissement. Ce soir-là, j'étais en service avec une collègue féminine. Nous avons commencé à vider le bar méthodiquement, en demandant à tout le monde de sortir. Une fois les salles principales évacuées, nous nous sommes dirigés vers les toilettes. J'ai ouvert la porte des toilettes pour hommes, elles étaient vides. Mon équipière s'est alors approchée de la porte des toilettes pour femmes, mais celle-ci était verrouillée. Elle a frappé et une voix féminine a répondu « Je sors dans 1 minute ». Nous lui avons rappelé que le bar allait fermer. À New York, les bars ferment à 4 heures du matin. Après plusieurs minutes, notre patience commençait à s'effriter. Ma collègue a frappé à nouveau, et cette fois, la femme a fini par ouvrir la porte. Nous lui avons demandé ce qui lui avait pris autant de temps, mais ses réponses étaient vagues et peu convaincantes. Elle portait un legging moulant, et nous avons immédiatement remarqué une grosse protubérance au niveau de l'entrejambe, derrière son pantalon. Nous avons pensé qu'elle avait peut-être consommé de la drogue dans les toilettes et caché le reste sur elle, ou alors qu'elle portait une arme. Lorsqu'on l'a interrogée à ce sujet, elle est restée évasive et refusait de répondre. Ma collègue a alors entrepris de la fouiller. En tirant sur le pantalon de la femme et en éclairant avec sa lampe torche,
elle a reculé d'un bond en criant « Putain !». Ce qu'elle venait de voir était inimaginable, un bras de bébé émergeait du vagin de la femme et passait entre ses fesses. Après avoir interrogé la femme, nous avons découvert qu'elle avait bu et fumé du crack toute la journée. Elle avait accouché d'un enfant mort-né mais avait continué à boire et à se droguer au bar, comme si de rien n'était. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, ils ont ramené la femme dans les toilettes et ont terminé l'extraction. Ils ont retiré le corps du bébé, qui est tombé dans la cuvette des toilettes. L'enfant était presque entièrement formé, à l'exception de la tête, elle ne s'était jamais développée correctement et le cou était enfoncé dans une sorte de cavité. J'ai vu beaucoup d'horreurs au cours de ma carrière, notamment des homicides brutaux, mais cette scène reste l'une des plus marquantes. Je n'étais pas détective, mais après cet incident, j'ai contacté un détective pour en discuter, car l'histoire était vraiment bizarre. À l'époque, j'étais officier de formation sur le terrain et je formais un nouveau député de notre département. Nous avons reçu un appel concernant une femme coincée dans une station-service. En gros, il s'agissait d'une intervention pour vérifier son état de santé et s'assurer qu'elle allait bien. Mon stagiaire et moi sommes arrivés sur place et avons pris contact avec la femme. Elle nous a dit qu'elle séjournait dans un hôtel tout près et qu'elle n'avait besoin d'aucune aide. Mon stagiaire a continué à parler avec elle, et elle a commencé à raconter des histoires étranges. Elle disait que le gouvernement était à ses trousses et s'est lancé dans un discours incohérent qui n'avait pas beaucoup de sens. Sur sa voiture, nous avons remarqué plusieurs affiches de recherche d'une personne disparue. Toutes montraient un homme disparu en Californie. Intrigué, j'ai demandé des informations sur cet homme. Elle m'a dit que c'était son mari, qu'il avait disparu il y a des années, et qu'elle était en mission pour le retrouver. Puis elle a mentionné qu'elle avait trouvé des parties de corps humains dans sa maison en Californie. Mon stagiaire lui a demandé si cela avait été signalé à la police, et elle a répondu que oui, une enquête avait été menée par un département local. Curieux, je lui ai demandé quelle partie du corps elle avait trouvé. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a répondu calmement, des orteils humains. Là, mon intérêt a été piqué. Je lui ai demandé où étaient ses orteils, et elle a répondu, « Ils sont dans mon sac à main, voulez-vous les voir ?» Sous le choc, je lui ai dit que oui, bien sûr, en me disant intérieurement qu'il était impossible qu'elle transporte vraiment des parties de corps humain dans son sac. Pourtant, nous sommes allés à sa voiture. Elle a tendu la main dans son sac et en a sorti un flacon médical rempli de formaldéhyde. À l'intérieur se trouvaient 3 orteils humains, un gros orteil et 2 plus petits. Le flacon était scellé avec du ruban médical, ce qui indiquait qu'il avait été fermé de manière professionnelle. J'ai demandé d'où venaient ces orteils, et elle m'a répété qu'elle les avait trouvés chez elle en Californie et qu'elle ne savait pas à qui ils appartenaient. Complètement déconcerté, j'ai contacté un enquêteur pour lui transmettre ces informations. Après vérification, il s'est avéré qu'il n'était pas illégal de posséder des orteils humains dans ces conditions, aussi étranges que cela puisse paraître. Cependant, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'elle avait peut-être tué son ex-mari, coupé ses orteils et décidé de les garder pour une raison incompréhensible. Mais en creusant un peu plus, j'ai découvert que son ex-mari n'était pas mort, il avait quitté la femme des années auparavant pour une autre femme et vivait très bien. Par ailleurs, la sœur de cette femme nous a expliqué qu'elle avait des problèmes de santé mentale et qu'elle prenait de nombreux médicaments qu'elle avait arrêtés récemment, ce qui expliquait son comportement erratique. Malgré tout, je n'ai jamais pu déterminer à qui appartenaient ces orteils. Tout ce que nous avons pu supposer, c'est qu'ils avaient probablement été amputés dans un hôpital par un professionnel médical et que, pour une raison obscure, quelqu'un avait décidé de les conserver. Une fois nos vérifications faites, nous l'avons laissé repartir, toujours avec son flacon étrange dans son sac. Cette affaire, bien que résolue sur certains points, reste l'un des épisodes les plus étranges de ma carrière. C'est une histoire que j'ai entendue plusieurs fois, racontée par l'ami d'un détective dans ma famille, et à chaque fois, elle me frappe autant que la première fois. C'est un récit qui, à la fois, dépasse l'entendement et reste gravé dans l'esprit, car elle expose une réalité de violence et de cruauté qu'on associe généralement qu'à des films d'horreur. Les policiers étaient sous couverture depuis plusieurs mois, infiltrés dans un réseau criminel bien ancré.
L'enquête avait été longue et difficile, mais au fur et à mesure qu'ils collectaient des informations, les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place. Ils avaient suffisamment de preuves pour demander un mandat de perquisition. Leur objectif principal était d'investiguer sur une maison que les membres du groupe utilisaient fréquemment. C'était un lieu clé pour leur activité criminelle, mais aucun d'entre eux ne se doutait de ce qu'ils allaient découvrir en y pénétrant. Lorsque l'équipe est arrivée sur les lieux, la première chose qui les a frappés a été l'état étrange du sous-sol. L'eau montait à mi-hauteur des escaliers. C'était inquiétant, mais pas suffisant pour attirer leur attention immédiatement. Ils ont allumé leur lampe torchée, scrutant l'obscurité du sous-sol, mais au départ, rien ne semblait anormal. Puis, dans la lueur vacillante des lampes, ils ont aperçu quelque chose qui brillait dans l'eau. Curieux, mais prudents, ils ont décidé de remonter et d'aller chercher des lampes plus puissantes pour mieux examiner la scène. Quand ils sont remontés les escaliers, l'un d'eux a remarqué des marques étranges sur les murs, des rayures profondes qui semblaient avoir été laissées par des griffes ou des ongles. En s'approchant, ils ont vu que ces gouges s'étendaient aussi sur le cadre de la porte, et même sur la porte elle-même, comme si quelque chose ou quelqu'un avait tenté désespérément de s'échapper. Les policiers se sont regardés un instant, une tension palpable dans l'air. Cette scène semblait sortir tout droit d'un film d'horreur, mais ce qu'ils allaient découvrir en retournant au sous-sol avec leurs lampes puissantes allait les marquer à vie. Ce qu'ils ont trouvé était inimaginable. L'eau qui inondait le sous-sol était teintée de sang et de débris. En s'approchant du fond de la pièce, la lumière a révélé une scène d'une brutalité choquante. 2 crocodiles, des animaux imposants et puissants, se tenaient dans une large bassine d'eau stagnante, la gueule ouverte, grognant et se déplaçant lentement. Mais ce n'était pas tout. Les policiers ont rapidement réalisé que ces animaux n'étaient pas là par hasard. Ils avaient été utilisés comme instruments de torture et de punition. Les criminels, en particulier ceux impliqués dans le réseau, avaient trouvé un moyen sinistre de se débarrasser de ceux qui les contrariaient ou qui s'attiraient leur colère. Selon les témoignages recueillis plus tard, chaque fois qu'un individu faisait une erreur, qu'il soit un membre du gang ou une personne extérieure qui avait eu des démêlés avec eux, ils étaient envoyés dans ce sous-sol. Là, ils étaient laissés seuls avec les crocodiles et la porte était verrouillée derrière eux. Les victimes n'avaient d'autre choix que de tenter de fuir ou de se défendre face aux animaux affamés. Leurs griffes avaient laissé des marques profondes sur les murs, des traces de panique et de désespoir. Certaines gouges sur les murs contenaient des particules de peau humaine, des preuves indiscutables de la brutalité de ce qui se passait dans cette pièce. Le pire dans tout cela, c'était que ces actes étaient traités comme une sorte de jeu ou de divertissement cruel pour ceux qui étaient responsables. Les crocodiles, qui étaient pourtant des créatures dangereuses, étaient utilisés pour terroriser et détruire lentement leurs victimes, comme si leur souffrance n'avait aucune valeur. Ce n'était pas simplement de la violence physique, mais une forme de maltraitance psychologique et émotionnelle poussée à l'extrême. Lorsque l'équipe a découvert tout cela, la scène était aussi choquante qu'insupportable. Les policiers ont dû se battre contre l'odeur de la putréfaction, la nausée qui les envahissait, et la révolte face à une cruauté d'une ampleur qu'ils n'avaient jamais vue. Mais ce qui a marqué le plus mon ami, c'était la compréhension de l'ampleur de ce que ces gens étaient capables de faire. Ils avaient littéralement utilisé des animaux comme instruments de torture. Cela a transformé ce qui était censé être une simple mission sous couverture en un événement traumatisant qu'ils n'oublieraient jamais. Une fois l'arrestation effectuée, ils ont saisi toutes les preuves, y compris les crocodiles, et ont mis en place les poursuites nécessaires contre les responsables. Mais à ce jour, cette histoire reste l'une des plus sordides qu'il ait jamais vécues. Je suis détective, et cette affaire de quelques années en arrière reste l'une des plus troublantes de ma carrière. Il s'agissait d'une agression sexuelle, survenue après qu'une femme ait assisté à une soirée déguisée. En rentrant chez elle, elle a été attaquée. Pendant l'enquête, en interrogeant les voisins de la rue où cela s'était passé, nous avons vu un coup de chance, un résident possédait des caméras de vidéosurveillance. Sur les images, on pouvait voir l'agresseur surgir et la traîner sur une pelouse en bord de route. Elle portait un costume de petit chaperon rouge, ce qui la rendait facile à identifier. Malheureusement, elle avait bu ce soir-là et ne se souvenait plus de son trajet exact pour rentrer chez elle. En retraçant son parcours probable,
nous avons découvert un complexe résidentiel délabré avec d'autres caméras de surveillance. Les enregistrements montraient des détails encore plus troublants. On la voyait marcher seule, capuche relevée, casque sur les oreilles, complètement inconsciente de son environnement. Puis, soudain, il apparaissait, un homme caché dans l'ombre. Il se dissimulait derrière des coins de rue, la regardait, puis reprenait sa traque. Il s'approchait à quelques centimètres d'elle, presque assez près pour la toucher, avant de se retirer à nouveau, comme s'il attendait le moment parfait. L'agresseur portait un long manteau noir avec une capuche en fourrure qui couvrait entièrement sa tête. Il était habillé de manière à ne rien laisser voir de son visage ou de son corps, et sous l'éclairage faible, il ressemblait presque à un loup. Les images étaient irréelles, presque dignes d'un film d'horreur. Mais le plus terrifiant restait l'avenir. En continuant de suivre les enregistrements, nous avons réussi à remonter jusqu'à un fast-food bien connu, situé à quelques pâtés de maison de là. Là-bas, nous avons découvert des images encore plus glaçantes. L'agresseur était dans le restaurant depuis plus de 2 heures avant que la victime n'entre. Il errait dans les files d'attente, quittant soudainement la queue avant de commander, se tenant dans les coins, observant les clientes qui entraient. C'était évident, il cherchait sa cible. Quand la femme est finalement entrée, habillée en petit chaperon rouge, l'homme semblait immédiatement captivé. Les caméras du restaurant étaient en haute définition, ce qui rendait tout encore plus troublant. On le voyait littéralement se lécher les lèvres en la regardant. Ses yeux ne la quittaient pas une seule seconde. Chaque mouvement de son corps montrait qu'il avait pris sa décision, elle serait sa proie. Lorsqu'elle a quitté le restaurant, il l'a suivie sans hésiter. La suite, nous la connaissions déjà grâce aux images des autres caméras. Mais voir ces moments qui ont précédé l'attaque, son comportement prédateur, l'attente méthodique, et le choix délibéré de sa victime était profondément perturbant. C'est une chose d'entendre parler de tels crimes, mais c'en est une autre de voir un tel niveau de planification et de prévoyance en temps réel. L'homme a finalement été identifié et arrêté grâce aux preuves accumulées, mais ces images, et surtout le regard qu'il posait sur elle dans ce fast-food, resteront gravés dans mon esprit comme l'une des scènes les plus sinistres que j'ai jamais vues. Bien que je ne sois pas détective, je mène souvent des enquêtes sur des cas de fraude, et parfois, les affaires non frauduleuses s'avèrent encore plus étranges. Le cas le plus mémorable pour moi est celui d'un homme qui prétendait être harcelé par des gens taupes. Ça peut sembler complètement inventé, mais je vous assure que c'était réel. Au bureau, on avait plaisanté en disant que l'agent en charge cherchait peut-être à gonfler artificiellement son quota, car cet homme avait déposé 60 réclamations en l'espace de 7 mois. Pour comparaison, la moyenne pour une police d'assurance classique est d'une réclamation par an. Mais après avoir rencontré cet homme, j'étais convaincu qu'il croyait sincèrement à son histoire. Quand je suis allé le voir, l'entretien a duré 2 heures, et dès les 5 premières minutes, j'avais déjà envie de partir. Pourtant, il m'était pratiquement impossible de le faire. Il trouvait toujours un moyen de bloquer la porte ou de m'orienter dans une mauvaise direction, affirmant que c'était pour protéger ma trace des gens taupes. Aussi absurde que cela puisse paraître, c'était presque touchant, il semblait réellement inquiet pour moi, persuadé que s'il ne respectait pas ces règles, ces mystérieuses créatures allaient me traquer. Il m'a demandé de garer ma voiture à environ 1 kilomètre de sa maison, sur une plateforme en béton qu'il avait construite spécialement. Il m'a expliqué qu'on ne pouvait pas marcher sur le chemin de terre menant à sa maison, car les gens taupes changeaient constamment son tracé pour désorienter les intrus. Ces réclamations étaient toutes liées à leurs prétendues activités. Il soutenait qu'il déplaçait sa voiture chaque nuit à l'aide d'aimants, ce qui endommageait la suspension et provoquait des bruits qui l'empêchaient de dormir. Selon lui, il volait ses enjoliveurs avant de les remettre en place, pensant qu'il ne s'en apercevrait pas, mais il avait remarqué des rayures causées par leur transport dans la terre. Il utilisait aussi de longues tiges pour siphonner du carburant, du liquide lave-glace ou de l'huile, mais jamais plus que quelques gouttes à la fois. Pour chacune de ces mésaventures, il déposait une réclamation, bien qu'aucune ne dépasse son seuil de franchise. Après avoir écouté ces explications pendant 2 heures, il était évident qu'il ne s'agissait pas d'une tentative de fraude. Cet homme croyait réellement à ce qu'il disait. Nous avons conclu qu'aucune fraude n'était impliquée dans ces réclamations, mais nous avons estimé qu'il était urgent d'alerter les services de protection des adultes.
Ce cas reste l'un des plus étranges que j'ai jamais rencontrés, non pas à cause des gens taupes, mais par la sincérité de cet homme, convaincu de vivre un véritable cauchemar souterrain. Une enquête interne dans une prison où j'ai travaillé autrefois. Bien que je ne fasse pas partie du bureau des affaires internes ni du bureau des enquêteurs de l'État, cette affaire était un vrai désastre. Dans l'unité d'isolement de la prison, il y avait un sergent très excentrique. Un homme obsédé par la musculation qui passait des heures assis devant les cellules à discuter de la vie avec les détenus. Il allait régulièrement à la salle de sport avec une infirmière qui distribuait les médicaments du soir aux détenus. Un soir, alors qu'un détenu était escorté pour recevoir son injection d'insuline, il lança une remarque anodine à l'infirmière : « Tu vas à la salle Gold's Gym à Anytown après le boulot ?» L'agent chargé de l'escorter signala immédiatement cette remarque, car partager des informations personnelles de ce genre constitue un risque majeur pour la sécurité. Le sergent fut instantanément placé sous observation. L'infirmière confirma qu'ils étaient partenaires de gym. Des rapports anonymes commencèrent à circuler, affirmant qu'il entretenait des conversations personnelles non programmées avec des détenus dans le bloc cellulaire. Certains employés refusaient même d'approcher le sergent. Pas question. Tu veux donner l'adresse de l'école de mes gosses aux pédophiles, tant que tu y es. Quelques semaines plus tard, une accusation émergea selon laquelle l'infirmière aurait une liaison avec le détenu qui avait fait le commentaire sur la salle de sport. Cependant, faute de preuves solides, ils veillèrent à ce que ces trois personnes ne se croisent pas dans la prison pendant que l'enquête se poursuivait. Ils devaient également s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une forme de représailles de la part du sergent. Durant l'enquête, une anomalie fut découverte. Bien que le détenu vive à plusieurs heures de là, il recevait régulièrement des mandats Western Union sur son compte, envoyés depuis une station-service proche de la prison. Les enquêteurs se procurèrent les images de vidéosurveillance. Et là, surprise, c'était l'infirmière. Depuis des mois, elle déposait de l'argent sur le compte du détenu sous une fausse identité. Pendant la distribution des médicaments pour les détenus de la population générale, l'infirmière travaillait dans une petite pièce sécurisée avec une ouverture pour passer les médicaments. Il fut révélé qu'elle se cachait dans un coin de la pièce pour se masturber et s'exhiber quand le détenu venait à la porte. Ce dernier avait intentionnellement enfreint les règles de la prison pour être envoyé à l'isolement, car elle lui avait parlé d'un changement à venir dans les rotations d'infirmières. Quant au sergent, il avait été utilisé comme leurre pour détourner l'attention. Finalement, l'infirmière démissionna, mais je ne sais pas quelles actions judiciaires furent entreprises contre elle. Le détenu fut transféré dans une autre installation. Je travaille comme expert en informatique légale pour le bureau du shérif local. Bien que mon titre suggère principalement des analyses sur ordinateur, une grande partie de mon travail est en réalité axée sur les extractions de données de téléphone portable. Une affaire en particulier me revient en tête, non pas parce qu'elle était effrayante dans le sens traditionnel, mais parce qu'elle m'a profondément marqué quant à la réalité des crimes cachés. Un jour, un détective m'a demandé d'extraire les données du téléphone d'un homme. Cet individu avait été arrêté pour avoir tenté de vendre des combinaisons de détenus du comté. Je n'ai aucune idée de pourquoi quelqu'un voudrait acheter ce genre de choses, ni comment il avait réussi à s'en procurer, mais c'était la raison initiale de l'investigation. Comme d'habitude, j'ai effectué l'extraction des données et généré un rapport pour que le détective puisse analyser les informations. Cependant, ce que nous avons trouvé allait bien au-delà de ce que nous imaginions. En explorant les données, il est rapidement apparu que cet homme avait un intérêt malsain pour les mineurs. En fait, il possédait des milliers d'images de contenu pédopornographique sur son appareil. J'ai immédiatement appelé le détective pour lui expliquer la situation et l'informer qu'il allait avoir besoin d'un nouveau mandat de perquisition spécifique à ces découvertes. Le détective s'est chargé de cela, et une nouvelle enquête pour infraction liée à la pédopornographie a été ouverte contre lui. Quelques jours plus tard, l'homme en question devait se présenter à une audience préliminaire pour les accusations concernant la vente des combinaisons de détenus. Après l'audience, alors qu'il quittait le tribunal, il a été immédiatement réarrêté pour les charges de pédopornographie. Il portait un sac à dos au moment de son arrestation, dans lequel se trouvaient 3 autres téléphones.
Ces téléphones m'ont été confiés pour extraction dans le cadre de la nouvelle enquête. Une fois les données analysées, le résultat était tout aussi accablant, les 3 appareils contenaient autant de matériel pédopornographique que le premier. Des milliers d'images, toutes soigneusement stockées sur ces différents appareils. Ce n'était pas nécessairement une affaire terrifiante dans le sens classique, mais cela a été un véritable choc. Cette expérience m'a ouvert les yeux sur l'ampleur de ce type de criminalité. Ces contenus, aussi horribles soient-ils, sont souvent cachés à la vue de tous, dissimulés dans des appareils ordinaires que l'on utilise quotidiennement. Cette affaire m'a laissé une impression durable, on ne réalise pas toujours à quel point certaines horreurs sont plus proches qu'on ne le pense. Le cas d'incendie criminel le plus troublant sur lequel j'ai travaillé s'est déroulé au temple maçonnique, situé dans le quartier historique des affaires afro-américaines du centre-ville de Birmingham, en Alabama. Ce magnifique bâtiment de 8 étages, de style Renaissance revival, avait été construit dans les années 1920. Avec son immense hall en marbre et sa salle de bal majestueuse, et quand je dis majestueuse, je veux dire véritablement grandiose, il était un symbole de l'élégance de l'époque. Le temple abritait autrefois de nombreuses entreprises appartenant à la communauté noire, telles que des tailleurs, des couturiers, des avocats, des médecins, des dentistes, et même des bureaux de l'ANACAC. Mais avec l'intégration et l'exode massif des populations blanches vers les banlieues, ces entreprises ont fini par fermer ou déménager, laissant le bâtiment presque vide, à l'exception des francs-maçons qui continuaient d'y organiser leurs activités. Malgré une sécurité renforcée et un gardien posté en permanence, le bâtiment a fini par être envahi par des squatteurs et des toxicomanes. Un jour, l'un d'eux a provoqué un incendie au 3e étage. C'est là que j'interviens. Mon rôle consistait à déterminer l'origine, la cause et l'étendue des dégâts causés par l'incendie. Pour cela, je devais explorer l'ensemble du bâtiment. Évidemment, il n'y avait pas d'électricité, les pompiers avaient coupé l'alimentation jusqu'à ce que les lieux soient jugés sûrs. Le 2e étage, qui abritait la salle de bal, n'avait heureusement pas été touché par l'incendie. Je me suis arrêté un moment pour admirer les boiseries délicates et le décor somptueux, c'était un véritable chef-d'œuvre figé dans le temps. Le 3e étage, où l'incendie s'était déclaré, était principalement composé de bureaux professionnels. Certains d'entre eux contenaient encore leur mobilier d'époque, en parfait état, comme si les occupants avaient quitté les lieux la veille. Mais à partir du 4e étage, l'atmosphère a changé. Tout devenait plus sombre, et je ne parle pas seulement de l'ambiance. Même avec les mêmes fenêtres que les étages inférieurs, les couloirs semblaient oppressants et beaucoup moins lumineux. Je devais avancer à la lampe torche pour inspecter chaque pièce. À un moment, je suis tombé sur le bureau de l'ANACAC. Tout était figé dans le temps, des classeurs, des papiers, et même des brochures datant de plusieurs décennies. C'est dans un couloir de ce même étage que j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Une structure massive se dressait dans un coin sombre. En m'approchant lentement, avec une appréhension grandissante, j'ai découvert un cercueil. Un vieux cercueil de style Dracula, debout, adossé contre le mur. Je n'ai même pas osé y toucher. Au fur et à mesure que je montais les étages, seul, chaque niveau devenait plus sombre et plus sinistre que le précédent. Et à chaque étage, je trouvais plus de cercueils. Certains étaient placés dans des bureaux, d'autres bloquaient des portes de l'intérieur, d'autres encore étaient dissimulés dans des placards. Rien de tout cela n'avait de sens, jusqu'à ce que j'atteigne le dernier étage. Là, je n'ai trouvé que 2 entreprises, une entreprise de fabrication de cercueils, et le siège de l'Ordre de l'Étoile de l'Est, une branche affiliée aux francs-maçons. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti une pression indescriptible, un sentiment d'intrusion comme si je ne devais absolument pas être là, et encore moins explorer le siège de l'Ordre. J'ai pris quelques photos à la hâte, puis je me suis précipité dans le couloir, direction l'escalier. Mon cœur battait la chamade. Il ne me restait qu'un endroit à inspecter, le sous-sol. Je n'étais pas sûr d'avoir le courage de m'y aventurer, mais je ne pouvais pas laisser le travail inachevé. Descendu dans les profondeurs du bâtiment, je suis tombé sur un abri anti-atomique intact. Il contenait des centaines de barils de fournitures communautaires, eau, nourriture, matériel médical, détecteurs de radiation, tout ce qu'il fallait pour survivre à une catastrophe nucléaire.
Cet endroit était un véritable capsule temporelle, et chaque recoin semblait chargé d'histoire. Ce bâtiment, avec son passé fascinant et ses mystères troublants, reste l'une des affaires les plus marquantes et les plus étranges de ma carrière. Une partie de moi se demande encore si je n'ai pas effleuré quelque chose de plus profond, de plus caché, que je n'aurais jamais dû voir. Ce n'est pas moi directement, mais mon frère, qui a travaillé dans la police pendant de nombreuses années, connaît un grand nombre de policiers qui ont fini par quitter la profession après avoir été confrontés à des affaires trop traumatisantes. Parfois, il m'a raconté certaines d'entre elles, et même si j'étais loin d'être témoin de ce qu'ils ont vécu, les histoires qu'il m'a partagées m'ont profondément marqué. 2 affaires, en particulier, sont restées gravées dans son esprit et ont affecté ses collègues au point de les pousser à abandonner leur carrière. La première affaire est celle d'un meurtre particulièrement atroce. Mon frère a été appelé sur les lieux d'un homicide où l'état de la victime était simplement choquant. Le corps de l'homme avait été littéralement défiguré, son crâne pulvérisé, et son cerveau avait été éjecté de son crâne lors de l'attaque. C'était une scène d'une violence inouïe, à tel point que, non seulement l'homme a été déclaré mort sur place, DOA, pour « dead on arrival », mais la scène du crime était inimaginable. Il m'a dit que lorsqu'ils ont pénétré dans la pièce, ils ont vu du sang et des morceaux de matière cérébrale éclabousser jusque sur le plafond. Le choc de cette découverte était palpable. Même des policiers expérimentés, qui avaient vu leur lot d'horreur au fil des années, ont été profondément perturbés par cette scène. Les coups avaient été si violents que toute notion d'humanité semblait avoir disparu dans cette brutalité gratuite. Mon frère m'a avoué que certains de ses collègues, après cette affaire, ont commencé à douter de leur capacité à continuer à travailler dans une telle violence. La deuxième affaire, encore plus poignante, concernait une mère désespérée dont la fille avait disparu. Elle s'était rendue à la police, suppliant de retrouver son enfant, et mon frère m'a dit qu'il avait ressenti une douleur sincère en entendant la détresse dans sa voix. Elle était épuisée, brisée par l'inquiétude, et elle a pris les policiers à témoin en leur demandant de lui promettre qu'il retrouverait sa fille. Mon frère m'a toujours dit que l'une des pires choses à faire dans un tel cas était de promettre à un parent que vous allez retrouver leur enfant. Non seulement cela construit une attente irréaliste et fausse, mais si la promesse ne peut être tenue, cela peut détruire les espoirs de la famille et ajouter une immense charge émotionnelle pour ceux qui travaillent sur l'enquête. Ce qu'il ne savait pas à ce moment-là, c'est qu'il vivrait une des expériences les plus dévastatrices de sa carrière. Quelques jours plus tard, après que la police ait retrouvé la fille, le destin tragique s'est abattu sur la mère. Mon frère et un autre policier ont été chargés de l'informer de la découverte du corps. Lorsqu'ils sont arrivés chez elle et qu'ils lui ont annoncé la nouvelle, la scène qui a suivi était quelque chose qu'aucun policier n'oublie jamais. La mère a fondu en larmes, s'effondrant à genoux devant eux, incapable de tenir sur ses pieds, dans un cri de douleur et de désespoir absolu. Mon frère m'a expliqué que c'était comme si tout le poids du monde était tombé sur elle en une seconde. La voir brisée en direct, sentir la désolation pure dans ses pleurs, était bien plus que ce qu'il pensait pouvoir supporter. Dans ces moments-là, il m'a dit que garder un visage neutre, comme il se doit dans son rôle, devenait presque impossible. Il a ajouté que c'était une situation qui faisait se sentir tout petit, démuni face à une douleur qu'il ne pouvait pas effacer. À partir de ce moment-là, mon frère a pris une décision importante. Il m'a dit que ce serait la dernière fois qu'il livrerait une telle nouvelle. Il avait compris à quel point cela pouvait être dévastateur, non seulement pour les familles concernées, mais aussi pour les policiers eux-mêmes. L'incapacité de répondre à la douleur d'un parent de façon adéquate, de réparer ce qui ne peut être réparé, a été un tournant pour lui. L'impact psychologique de devoir faire face à cette souffrance humaine, de se voir impuissant devant des émotions aussi intenses, l'a poussé à prendre une décision radicale. Il a décidé qu'il ne s'impliquerait plus jamais directement dans la notification de mauvaises nouvelles, pas seulement pour le bien-être des parents, mais aussi pour le sien. Je n'ai jamais fini par devenir détective, mais j'ai fait un stage avec le département de police d'une ville de taille moyenne pendant mes années universitaires. Je me souviens du tout premier appel auquel j'ai assisté, et c'est cet événement qui m'a fait changer de direction dans ma carrière. Ce matin-là, à 6h30, un détective et moi avons répondu à un appel pour un suicide. Arrivés sur place,
il m'a demandé de parler avec la femme de l'homme décédé pendant qu'il s'occupait des détails avec les policiers intervenus. La scène que j'ai trouvée dans la maison est restée gravée dans ma mémoire. La femme était complètement inconsolable, et honnêtement, je ne savais pas comment la gérer. Je n'étais qu'un stagiaire et je n'étais pas formé pour faire face à une situation aussi émotionnellement lourde. J'ai fait de mon mieux pour la rassurer, mais j'étais plus perdu qu'autre chose, pris dans la douleur et le chagrin visible sur son visage. Quant à l'homme, il était allongé sur son lit, nu, avec une ceinture autour du cou, accroché à un poteau du lit. La scène était aussi horrible qu'intense. Toute son hémorragie s'était concentrée dans sa tête, ses mains et ses pieds, tellement gonflé qu'il était presque méconnaissable. Ce qui a marqué les enquêteurs, c'est qu'il avait probablement mis du temps à mourir, étant donné que son poids partiel semblait avoir fait en sorte qu'il reste suspendu ainsi, incapacité d'en finir rapidement. Le corps en lui-même était un signe glaçant de ce qui avait dû être une agonie prolongée. Cet événement a été un tournant pour moi. Même si j'ai terminé mon stage, quelque chose en moi avait changé ce jour-là. Voir un être humain dans un état aussi dévasté, et être témoin de la souffrance d'une personne qui perdait un proche, m'a fait réaliser que ce genre de travail était trop lourd émotionnellement pour moi. C'était une affaire qui m'a poussé à repenser ma carrière. Je n'ai pas quitté la police, mais j'ai su à ce moment-là que je ne serais jamais un détective. Le fardeau émotionnel que portaient ces enquêteurs, la manière dont ils devaient gérer ce genre de tragédie quotidiennement, m'a fait comprendre que je devais prendre une autre voie. Mon patron m'a raconté une histoire qui m'a glacé le sang, une de ces expériences qui vous changent à jamais. Il était détective à l'époque, et il a quitté la police après avoir vécu une situation aussi tragique que traumatisante. Tout a commencé lors d'une poursuite où lui et son équipe tentaient d'appréhender un suspect. Le suspect, un homme particulièrement violent, a réussi à prendre mon patron au piège. Mon patron m'a raconté que l'homme l'avait attrapé et, dans un moment de lutte intense, l'avait coincé et poignardé à 14 reprises. Il se souvient à peine de ce qui s'est passé après ça. Tout ce qu'il a pu dire, c'est que la dernière chose qu'il a vue avant de perdre conscience, c'est le visage du suspect qui s'effondrait sur lui, comme s'il s'effondrait de fatigue ou d'épuisement. Ce n'était pas de la fatigue, bien sûr le suspect était mort, tué par son propre partenaire. Pendant que le suspect poignardait mon patron, son coéquipier, qui avait pris position pour couvrir l'arrière, a réagi rapidement et a tiré, tuant l'homme sur le coup. Mais ce qui a vraiment dévasté mon patron, c'est que, même s'il avait survécu, il était dans un état critique pendant longtemps après l'incident. Il m'a expliqué qu'il avait eu de la chance que les services d'urgence arrivent rapidement pour le réanimer, mais il a dû passer par une longue période de récupération. Après cette expérience, mon patron m'a dit qu'il avait pris la décision de prendre sa retraite dès que possible. Il s'est éloigné de tout, déménageant dans un autre état, loin de tout ce qui lui rappelait cet incident. Il ne voulait plus faire face à la violence constante du travail policier, et la douleur émotionnelle de ce qu'il avait vécu l'avait profondément marqué. Il a choisi de s'éloigner de tout ça pour essayer de reconstruire sa vie, loin des horreurs auxquelles il avait dû faire face. Un ami de la famille de mon père était détective, et il m'a raconté l'une des affaires les plus terrifiantes qu'il ait jamais eu à traiter. C'était l'histoire d'un petit garçon, âgé de seulement 8 ans, qui vivait dans une situation de maltraitance indescriptible. Son père l'avait attrapé par les jambes et l'avait violemment frappé contre le mur. Mon ami m'a dit qu'on pouvait voir les marques sur le mur, les impacts du corps du garçon, comme une trace indélébile laissée par la violence du geste. Il m'a expliqué que cette scène l'hantait encore aujourd'hui, des années après l'avoir vue. Ce qui rendait l'affaire encore plus déchirante, c'était que le garçon était affamé. Il avait pris un peu de nourriture, probablement pour apaiser la douleur de la faim qui le dévorait, mais son père a réagi avec une rage incontrôlable. C'est cette colère démesurée qui l'a poussé à commettre un acte aussi cruel. Mon ami a décrit la scène comme étant particulièrement difficile à supporter, non seulement à cause de la violence physique, mais aussi parce que cette maltraitance était un acte de pure cruauté. La situation du garçon était tragique. Il vivait dans une maison où la faim et la violence étaient des compagnons quotidiens, et le fait qu'il ait simplement tenté de se nourrir a été perçu comme un affront par son père. Mon ami,
bien que témoin de nombreuses horreurs au cours de sa carrière, m'a dit que cette affaire était l'une des plus marquantes et des plus éprouvantes de toutes celles qu'il avait traitées. Mon oncle travaillait dans la police dans mon pays natal, un pays du tiers-monde où, on le sait bien, des choses douteuses se passent souvent. Ce n'était pas un saint, mais il faisait ce qu'il pouvait pour survivre dans un système corrompu. Un jour, il a reçu un appel lui demandant de se rendre chez un politicien. Pas un grand politicien influent, mais plutôt un chef de secteur local. Quelques jours auparavant, des nouvelles avaient fait surface sur Facebook concernant cette famille. Ils auraient brûlé vive leur jeune domestique, une fille de 15 ans, après presque une année entière de sévices, y compris des viols. Ces accusations n'avaient pas été reprises par les grands médias à cause de la corruption généralisée. Peu de gens y avaient cru, et l'affaire avait été oubliée presque aussitôt. Mais revenons à l'appel que mon oncle a reçu. Lorsqu'il est arrivé sur place et qu'il est entré dans la maison, il a découvert une scène qui l'a marqué à vie. Un vieil homme gisait là, une arme à la main, visiblement suicidé. Mais ce qui l'entourait était bien pire, les corps ligotés de toute la famille du politicien, atrocement mutilés. Les blessures allaient de brûlures profondes à des impacts de balles. Il y avait des cordes, des traces de lutte, et une violence indicible. Je ne vais pas entrer dans les détails graphiques, bien que mon oncle m'en ait raconté beaucoup. L'essentiel est que ce vieil homme était le père de la jeune fille que cette famille avait tuée. L'enquête a révélé des traces de chloroforme et d'autres substances sur la scène de crime. L'homme avait drogué les membres de la famille, les avait torturés méthodiquement, les avait tués un à un, puis avait retourné l'arme contre lui-même. Mon oncle m'a dit que lorsqu'il a vu cette scène, ses jambes se sont dérobées sous lui, et il s'est effondré en larmes. Pas pour la famille du politicien, mais pour le père de cette jeune fille. Il a pleuré parce qu'il comprenait la douleur d'un père. Lui-même a une fille et sait à quel point un père peut aimer et vouloir protéger son enfant. Ce père n'avait eu aucun autre choix que de se faire justice lui-même, car la police, celle-là même pour laquelle mon oncle travaillait, avait refusé de l'aider. Le lendemain de cette découverte, mon oncle a quitté la police. Cela remonte à de nombreuses années, à l'époque où j'étais enquêteur criminel pour la CID de l'armée américaine. Je travaillais sur une affaire de fraude impliquant un soldat que j'appellerais Sturgy. Il percevait une allocation de logement alors qu'en réalité, il vivait dans sa voiture. Le montant total fraudé s'élevait à environ 11 000 $, ce qui n'était pas énorme au point de justifier une peine de prison. Le pire scénario pour lui aurait été une exclusion avec déshonneur. Cependant, son commandant semblait avoir fait de lui sa cible personnelle et prenait un malin plaisir à rendre sa vie insupportable pendant toute la durée de l'enquête. Il l'accompagnait en personne à toutes ses réunions, que ce soit avec moi, avec le bureau du juge avocat général, JAG, ou ailleurs. En dehors de ces rendez-vous, Sturgy était pratiquement en état de confinement permanent. Un jour, leur unité participait à un exercice de terrain prolongé. Cela se passait toujours sur la base, mais les soldats devaient dormir sous tente pendant plusieurs jours et effectuer, je suppose, des tâches typiques d'infanterie. À leur retour au quartier de la compagnie, tous se sont alignés devant l'armurerie pour rendre leur M16 et autres équipements. Mais au lieu de faire la queue avec les autres, Sturgy s'est éloigné et est allé s'asseoir au milieu de la place d'armes. Le commandant est sorti à sa suite, furieux, et n'a cessé de lui hurler dessus, promettant de lui faire payer cet acte d'insubordination. Mais alors qu'il continuait à vociférer, Sturgy s'est levé, a sorti des munitions qu'il avait gardées de l'entraînement au tir, et a ouvert le feu sur lui en mode automatique. Il l'a littéralement criblé de balles, de laine jusqu'au cou. Après cela, Sturgy s'est rassis, a mis le canon de son arme contre son orbite, et a pressé la détente aussi longtemps que possible. Quand l'agent de permanence a reçu l'appel et a compris qui étaient les protagonistes de l'affaire, il m'a contacté, puisque j'avais déjà le dossier de Sturgy en charge. En arrivant sur les lieux, j'ai constaté que le corps du commandant avait déjà été transporté à l'hôpital, mais il était arrivé mort. Quant à Sturgy, personne ne s'était donné la peine de bouger son corps, car sa tête ressemblait à un ballon de basket dégonflé. Après enquête, nous avons découvert que la balle avait traversé son cerveau et pulvérisé la partie supérieure de son crâne.
les gaz de la bouche du canon avaient expulsé son cerveau entier hors de sa boîte crânienne. Une moitié parfaite gisait à côté de lui, tandis que l'autre, étonnamment, s'était retrouvée à une certaine distance, tombée dans une fourmilière. Elle grouillait déjà de fourmis. J'ai dû utiliser une spatule pour récupérer les morceaux de son crâne et de son cerveau et les placer dans un sac en plastique. L'autopsie a eu lieu le lendemain, et j'y ai assisté pour prendre des photos, c'était pour le dossier, rien de personnel. Cela fait presque 30 ans, mais je me souviens encore parfaitement du médecin légiste qui s'exclama avec dégoût « Oh, il y a des foutues fourmis partout là-dessus ». Franchement, si c'était ça qui rendait ce travail insupportable pour lui, il n'était peut-être pas fait pour cette profession. Mon père a travaillé pendant de nombreuses années dans les affaires de personnes disparues et de meurtres. Après un certain temps, il a quitté la section des homicides pour se tourner vers des tâches de surveillance. C'est un homme qui a vu énormément de choses horribles, mais il reste généralement optimiste et léger. C'est le genre de personne qui a choisi de devenir policier parce qu'il voulait vraiment aider les autres. Pourtant, même avec son attitude positive, il y a quelques affaires qui continuent de le hanter. L'une des affaires qui le trouble profondément concerne la disparition d'une adolescente autochtone en 2005. Elle a été vue pour la dernière fois sur des images de vidéosurveillance devant un bar d'hôtel douteux. Après cela, elle a disparu sans laisser de traces. Aucune piste, aucun indice sur ce qui avait pu lui arriver. Ce qui perturbe mon père, c'est qu'il est presque certain de savoir exactement qui est responsable de sa disparition. Il est convaincu qu'elle est morte, et il pense savoir qui l'a tuée, mais il n'y a tout simplement pas suffisamment de preuves pour inculper la personne en question. Ce qui aggrave encore les choses, c'est que cette jeune fille était autochtone, et en raison de cela, il y a eu très peu de couverture médiatique autour de sa disparition. Personne ne s'est manifesté pour fournir des informations, bien qu'il sache que c'était lié à des gangs. Près de 16 ans plus tard, il n'y a toujours rien à faire, surtout sans corps pour appuyer l'enquête. Une autre raison qui a poussé mon père à quitter le travail de détective était la difficulté de rechercher les personnes que personne d'autre ne cherche. Après plus de 20 ans de service, il n'a pu résoudre que 2 meurtres de femmes autochtones. C'est un problème grave dans la région où il travaille, des femmes autochtones disparaissent ou sont tuées très fréquemment, mais il y a rarement des enquêtes efficaces ou des condamnations. Le fait qu'il ne puisse pas faire plus pour retrouver les meurtriers le hante profondément. Il sait que ces disparitions sont trop souvent ignorées, que ces vies ne sont pas prises aussi au sérieux que d'autres, et cela pèse lourdement sur lui. C'est une affaire à laquelle j'ai été indirectement associé, et elle me revient souvent en tête à cause de son aspect glaçant. Il s'agissait d'un étudiant brillant, un jeune homme chinois venu aux États-Unis pour poursuivre ses études grâce à une bourse en ingénierie. Pendant sa licence, il avait une petite amie, mais leur relation s'était terminée lorsqu'il avait décidé d'aller faire ses études de master dans une prestigieuse université de l'Ivy League. Quelque temps après leur rupture, elle avait commencé à parler à un autre homme, et il en avait eu vent. C'est à ce moment que les choses ont pris une tournure terrifiante. Il a acheté en ligne un pistolet airsoft et des couteaux, demandant une livraison express pour les recevoir dès le lendemain dans son appartement. Puis, il a pris la route pour retourner dans la ville où vivait son ex-petite amie, parcourant plusieurs heures de trajet. Une fois sur place, il a commencé à surveiller sa maison. Pendant plusieurs jours, il a pris des notes détaillées, les horaires où elle était présente, ceux de sa colocataire, les routines de chacune. Un jour, profitant d'un moment où seule la colocataire était à la maison, il s'est présenté à la porte, armé de son pistolet airsoft qu'il faisait passer pour une véritable arme. Sous la menace, il a réussi à entrer. Une fois à l'intérieur, il a ligoté et bâillonné la colocataire, l'immobilisant pour attendre le retour de son ex. Quand elle est finalement arrivée, il l'a forcée à s'asseoir sur une chaise, lui a attaché les mains et couvert la bouche avec du ruban adhésif. Ce qui suit est difficile à entendre, il lui a planté un couteau dans le cou, s'attendant à ce que cela provoque une mort instantanée, comme dans un film ou un jeu vidéo. Mais lorsque cela n'a pas été le cas, il a continué à la poignarder, encore et encore, jusqu'à ce que la vie quitte son corps. Ce qui me hante dans cette affaire, ce n'est pas seulement la brutalité de l'acte,
mais surtout le niveau de préméditation et le détachement émotionnel dont il a fait preuve. Ce n'était pas un crime de passion, où une explosion soudaine de colère pousse quelqu'un à perdre le contrôle. C'était méthodique, froid et calculé. Il a eu tout le temps du monde pour réfléchir à ce qu'il faisait, commander les armes, les recevoir, faire un long trajet en voiture, surveiller la maison, planifier chaque détail. À aucun moment, il ne semble s'être demandé si ce qu'il faisait était monstrueux ou s'être arrêté pour renoncer. Il a simplement avancé, imperturbable, jusqu'au bout de son plan macabre. C'est ce détachement total, cette capacité à ignorer toute empathie ou toute humanité, qui me fait penser que nous avions affaire à un véritable sociopathe. Une personne pour qui d'autres êtres humains ne sont que des pions sur un échiquier, sans aucune valeur intrinsèque. Cette affaire reste l'une des plus dérangeantes que j'ai jamais rencontrées. C'est une histoire qui vient de mon mari, qui est détective, et c'est l'une des affaires les plus troublantes dont il m'est parlé. Un corps avait été abandonné dans une ruelle tout près du poste de police, mais dans un coin rarement fréquenté. Avec la chaleur de l'été, après quelques jours, le cadavre s'était tellement décomposé qu'il était impossible de l'identifier visuellement ou même par ses tatouages. Tout ce qui restait pour l'identifier, c'était ses vêtements, ses cheveux, et finalement un test ADN, une fois qu'ils ont découvert qui elle était. Au final, il s'est avéré que la victime avait été laissée là par un tueur en série. Après avoir enquêté, ils ont trouvé des images de vidéosurveillance montrant le tueur dans un centre commercial local, juste après avoir abandonné le corps. Les enregistrements montrent qu'il avait passé plus de 4 heures à errer dans les allées du centre. Il retournait fréquemment à sa voiture pour changer de vêtements ou de casquette, avant de revenir dans le bâtiment pour suivre différentes femmes. Il semblait hésiter, abandonnant certaines cibles avant de passer à d'autres. Il est finalement reparti sans rien tenter, pour cette fois. Une semaine plus tard, il a été arrêté dans un autre état. Mais ce qui rend cette histoire encore plus effrayante pour moi, c'est un détail personnel. Ce jour-là, j'étais au centre commercial, faisant mes courses. Je me souviens avoir ressenti un léger malaise à un moment donné, ce genre de sensation où quelque chose ne va pas, mais sans que ce soit suffisant pour déclencher une alarme. Je n'avais aucune idée qu'un homme dangereux rôdait dans les environs, étudiant les femmes comme s'il cherchait sa prochaine victime. En y repensant, je me suis sentie incroyablement chanceuse d'avoir grandi avec un père qui m'avait appris l'importance d'être consciente de mon environnement. Cette formation, souvent répétée dans mon enfance, m'a probablement aidé à éviter un danger que je n'ai jamais vu venir. Pour mon mari, cette affaire l'a profondément marqué. Même après l'arrestation du tueur, il est devenu beaucoup plus paranoïaque concernant ma sécurité, et je ne peux pas lui en vouloir. Il m'a raconté comment ces prédateurs peuvent être imprévisibles, choisir leur cible presque au hasard, et à quel point il est difficile de repérer leur comportement avant qu'il ne soit trop tard. Cela a été un rappel brutal, peu importe où vous êtes, même dans un endroit qui semble sûr comme un centre commercial local, il faut toujours être vigilant. Vous ne savez jamais qui pourrait vous observer. L'une des affaires les plus étranges sur lesquelles j'ai travaillé concernait un meurtre dans une maison où vivait une grande famille, la mère, ses enfants, les grands-parents et un oncle. C'était une maison animée, pleine de vie, mais apparemment, des choses inquiétantes s'y déroulaient depuis un moment. Par exemple, les enfants, âgés de 8 ou 9 ans, se réveillaient parfois avec des choses écrites sur leur visage au marqueur permanent. Les phrases étaient étranges, parfois absurdes, mais rien de vraiment choquant. Ce qui était troublant, c'est qu'aucun des 2 enfants n'admettait être l'auteur. Ils niaient catégoriquement l'avoir fait l'un à l'autre, et personne dans la maison ne semblait non plus impliqué. La famille a trouvé ça bizarre, mais n'a jamais creusé plus loin. Après tout, ça pouvait passer pour une plaisanterie d'enfant. Mais tout a pris une tournure sinistre lorsque l'oncle a été retrouvé assassiné dans son lit, poignardé à mort. La scène de crime était brutale, et personne ne comprenait ce qui avait bien pu se passer. Les premières hypothèses penchaient vers une agression extérieure ou peut-être une dispute familiale qui aurait dégénéré. Mais l'enquête policière a rapidement révélé une vérité encore plus troublante. Il y avait quelqu'un qui vivait dans leur toit. Un homme s'était introduit dans leur maison à un moment donné et avait réussi à installer un campement sommaire dans les combles, au-dessus des chambres.
Pendant des mois, il avait partagé leur espace sans qu'aucun d'eux ne le sache. Il descendait probablement la nuit pour chercher de la nourriture ou observer les habitants. C'est très probablement lui qui écrivait sur les visages des enfants pendant leur sommeil. Cette découverte a glacé le sang de tous ceux qui vivaient là. Il semble qu'il ait eu une obsession particulière pour l'oncle, bien que ses motivations exactes restent floues. Était-ce une jalousie, un ressentiment, ou une simple rage aléatoire? L'homme a été retrouvé et arrêté, mais ses réponses n'ont jamais vraiment éclairé les raisons derrière ses actes. Mon petit ami, qui est détective, a travaillé sur une affaire qui m'a particulièrement marqué. Tout a commencé lorsqu'un officier a effectué une vérification de bien-être pour une femme âgée. À son arrivée, il a été accueilli par le fils de cette femme, qui a expliqué qu'elle n'était pas à la maison pour le moment mais qu'elle allait bien. Il a même donné des détails sur ce qu'elle faisait récemment, ses habitudes et sa routine. Cependant, l'officier a rapidement remarqué une odeur forte et nauséabonde provenant du jardin. À ce stade, il était évident que quelque chose n'allait pas, car il n'est pas rare que des proches prétendent qu'un parent décédé est encore en vie pour continuer à percevoir leurs prestations sociales. L'affaire a ensuite été confiée à mon petit ami, qui est détective. Il est revenu sur les lieux avec un mandat de perquisition. La propriété comportait 2 bâtiments, une maison principale où vivait le fils, et une petite dépendance de style appartement située dans la cour arrière, où la mère résidait autrefois. Lorsque les enquêteurs sont arrivés, le fils était d'un calme déconcertant. Il les a conduits directement à la chambre de sa mère tout en continuant à parler d'elle comme si elle était toujours vivante et en bonne santé. Mais en entrant dans la pièce, la réalité de la situation est devenue insupportable. Le corps de la femme se trouvait dans son lit, dans un état de décomposition avancée. Elle était littéralement devenue une sorte de flaque putride, une mare de chair décomposée. L'odeur était insoutenable, envahissant l'air à un point que mon petit ami m'a décrit comme impossible à oublier. Pourtant, malgré l'évidence, le fils refusait catégoriquement d'admettre qu'elle était morte. Il continuait à insister qu'elle était debout et active dans la maison principale la veille. Ce que j'ai appris de cette histoire, c'est à quel point une telle expérience peut marquer quelqu'un. Mon petit ami m'a raconté cette affaire pour expliquer pourquoi il est obsédé par les parfums, les désodorisants, les adoucissants parfumés, et tout ce qui peut masquer une odeur désagréable. Selon lui, l'odeur d'un corps en décomposition est quelque chose que l'on ne peut jamais vraiment effacer de sa mémoire, même après des années. Ce cas n'était pas seulement étrange ou choquant, il a laissé une empreinte sensorielle et psychologique qui reste avec lui au quotidien. Mon père a travaillé dans l'unité des homicides pendant 4 ans, et j'avais entre 6 et 10 ans à l'époque. Il m'a raconté une affaire qui, même des années plus tard, reste gravée dans ma mémoire. C'était une histoire difficile, mais elle a marqué une de ses journées de manière particulièrement intense. Il dirigeait une enquête concernant un couple de parents qui, comme à leur habitude, avaient permis à leur fils de 7 ans de prendre un bain tout seul. Mais quelque chose de tragique s'est produit ce jour-là, et l'enfant s'est noyé dans la baignoire. Une situation terrible, d'autant plus qu'elle semblait être un accident, une tragédie inattendue. Quand mon père est arrivé sur les lieux, il a dû porter l'enfant hors de la baignoire. Ce qui l'a profondément perturbé, c'est que l'enfant ressemblait tellement à moi à cet âge. Il m'a dit que la ressemblance était frappante, presque effrayante. Il n'a jamais pu se débarrasser de cette image, et en rentrant chez lui ce soir-là, il a pris une décision qu'il n'avait jamais prise auparavant. Avant de rentrer à la maison, il s'est arrêté au poste de police et a déposé son insigne. Ce geste, apparemment simple, était son moyen à lui de se détacher de l'affaire, de prendre une pause, parce qu'il avait du mal à oublier la vision de ce petit garçon, si semblable à son propre fils, sans vie. Cela a profondément affecté mon père. Même après toutes les années passées à traiter des affaires horribles, cette expérience particulière est restée avec lui, non seulement en raison de la tragédie, mais aussi à cause de la forte connexion émotionnelle qu'il ressentait vis-à-vis de l'enfant. C'est une histoire qu'il ne partage pas souvent, mais chaque fois qu'il en parle, on sent encore cette lourdeur dans sa voix. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo,
de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.